l'été 1883, une petite communauté viticole au cœur de la Bourgogne se retrouva mêlée à ce que beaucoup considèrent comme l'affaire la plus troublante jamais recensée dans l'histoire rurale française. Il s'agissait de Saint-André-sur-Loire, un village qui jusque-là n'était apparu dans les journaux que pour ses vendanges et ses fêtes des vendanges. Le protagoniste de cette histoire n'était ni un criminel de l'extérieur, ni un soldat marqué par la guerre, et encore moins un vulgaire voyou. C'était un garçon de 9 ans seulement, un garçon nommé Éloi Marchand. L'affaire attira l'attention du docteur Henri Valmont, seul médecin de la région. Valmont n'était pas un homme ordinaire. Diplômé de la prestigieuse faculté de médecine de Paris, il avait servi comme chirurgien militaire lors des campagnes françaises en Afrique du Nord. Il connaissait l'odeur du sang séché, le regard de ceux qui s'apprêtent à mourir et les secrets que recèlent les corps. Lorsqu'il rencontra Éloi Marchand pour la première fois, il ignorait qu'il passerait des mois à consigner dans 3 carnets de cuir ce qui deviendrait l'étude la plus troublante de sa carrière, et peut-être de la médecine française du XIXe siècle. Pour quiconque croisait le garçon, il était un modèle d'éducation et de politesse. Visage fin, peau claire, yeux d'un gris presque argenté. Le genre d'enfant qui, en répondant « oui monsieur » ou « oui madame », arrachait le sourire aux inconnus. Mais il y avait quelque chose qui ne transparaissait pas dans les brèves conversations ou les regards distraits. Parmi les résidents, des murmures commencèrent à s'élever. D'abord, des murmures à propos d'animaux retrouvés morts de manière étrange, puis des murmures à propos d'accidents inhabituels, toujours avec les mêmes détails. Éloi était présent. En moins de 7 mois, 3 décès ont secoué Saint-André-sur-Loire, tous officiellement enregistrés comme des accidents. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait, une œuvre qui, aux yeux du docteur Valmont, portait le poids d'une intention. Avant de poursuivre avec les événements qui ont transformé Éloi Marchand en un personnage aussi redouté que fascinant, si ce genre d'histoire vous intrigue, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos plongées dans les épisodes les plus sombres et les plus mystérieux de l'histoire. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous. La France de 1883 portait encore les stigmates de la Commune de Paris et de la guerre contre la Prusse. Les rues de Paris se modernisaient, mais dans les villages lointains, le temps semblait s'être arrêté. Saint-André-sur-Loire était l'un de ces villages. Avec un peu plus de 400 habitants, il était entouré de vignes ondulant sur les collines et de bois denses où la lumière du soleil se perdait dans l'écheveau des branches. Les familles y vivaient de manière quasi féodale. Les hommes travaillaient dans les vignes ou gardaient de petites troupeaux. Les femmes cultivaient les potagers, s'occupaient de leurs enfants et préparaient fromages et confitures pour l'hiver. La vie était prévisible jusqu'à l'arrivée d'Éloi. La famille Marchand était respectée et réputée pour la qualité de son vin. Mais leur prospérité avait pris fin des années auparavant. Son père, Jean Marchand, mourut en 1870 au combat à la bataille de Sedan. Sa mère, Marguerite, entretint le domaine du mieux qu'elle put, mais succomba à une épidémie de typhus lors de l'hiver glacial de 1882. Orphelin, Éloi fut emmené vivre chez son oncle Luc Marchand et sa femme, Madeleine. Luc était un homme endurci par le travail et la perte. Madeleine, bien que cordiale avec ses voisins, maintenait une atmosphère de discipline quasi militaire au sein de la maison. Lorsque le garçon arriva à la porte au printemps 1883, il ne portait qu'un sac en toile et un air calme, trop calme, comme le docteur Valmont le remarquerait des mois plus tard. Son visage ne trahissait ni timidité ni anxiété, seulement de l'observation, des yeux qui suivaient chaque mouvement, comme s'ils enregistraient chaque détail pour un usage ultérieur. Il était petit pour son âge,
avec une peau claire qui brûlait facilement au soleil, et des cheveux châtain clair, toujours coupés courts pour éviter les poux. Il parlait peu du passé. Lorsqu'on le pressait, il répondait par phrases vagues. Papa est tombé à la guerre. Maman crachait du sang. J'ai séjourné chez des voisins pendant un moment. Ce qui était le plus impressionnant, c'était sa politesse impeccable. Il ne se plaignait jamais. Il ne laissait jamais une tâche inachevée. Il ne se laissait jamais distraire par des jeux enfantins. C'était comme si le concept d'enfance ne s'appliquait pas à lui. C'était un matin de juin que le docteur Valmont le vit pour la première fois. Éloi accompagnait son oncle en ville pour acheter des médicaments contre des douleurs rhumatismales. Pendant que Luc parlait à l'apothicaire, le garçon restait silencieux, observant les étagères, les flacons et enfin le médecin. Valmont, habitué à examiner les soldats et les patients gravement malades, remarqua quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas de la curiosité enfantine, c'était de l'étude. Et le sentiment était si fort qu'en rentrant chez lui, le médecin nota rapidement dans son carnet. Garçon marchand, yeux gris, fixe, ne cligne pas plus que nécessaire. Parfaite politesse, quelque chose d'absent. Personne, ce matin-là, n'imaginait que cette première impression serait le premier pas d'une affaire qui marquerait l'histoire de la Bourgogne et alimenterait les rumeurs pendant des décennies. Dans les jours qui suivirent cette première impression, le docteur Valmont commença à remarquer Éloi chaque fois qu'il se rendait au centre-ville. Il marchait rarement seul. Il suivait presque toujours son oncle en silence, un panier ou un seau à la main, mais sans se plaindre ni demander de pause, tandis que d'autres enfants couraient sur la place, jetant des pierres aux coqs ou se pendaient aux arbres. Éloi restait immobile, observant, ni par envie, ni par dédain, mais avec un intérêt silencieux, comme s'il notait mentalement chaque geste, chaque réaction. Saint-André-sur-Loire était trop petite pour garder longtemps des secrets. Tout le monde était au courant de la tragédie qui avait emporté ses parents. Tout le monde remarqua, avec une certaine admiration, que le garçon semblait très sage pour son âge. Mais comme Valmont allait l'apprendre, il y avait une raison à cela. Luc Marchand, malgré sa dureté, était respecté. Il travaillait dans les vignes depuis avant ses 15 ans et croyait que la discipline était le seul moyen de maintenir la famille à flot. Madeleine, sa femme, était le genre de femme qui connaissait chaque naissance, chaque mort et chaque désaccord du village. Elle croyait aussi que les enfants devaient parler peu et écouter beaucoup, et à cet égard, Éloi était parfait. Le médecin commença à entendre des histoires apparemment anodines. Il n'a peur de rien, dit le boulanger. La semaine dernière, un cheval a pris peur et a failli le piétiner, mais il n'a même pas bronché, commenta un voisin. Il me regarde toujours dans les yeux quand il parle. Ça me donne presque la chair de poule, avoua une femme au marché. Ces histoires ne semblaient pas dangereuses, jusqu'à ce que Valmont commence à les relier. Un après-midi, il se rendait au moulin du village pour soigner une blessure à la main du meunier. Par la fenêtre, il aperçut Éloi debout sur la berge, regardant la roue à aube tourner. Son visage ne trahissait aucune fascination, aucune joie. Il semblait mesurer la force du courant, le rythme des pales, comme s'il évaluait les possibilités. C'était une scène que le médecin avait gravée dans sa mémoire et qui, des mois plus tard, prendrait tout son sens. Pourtant, au début, tout semblait normal. Le garçon se levait tôt, aidait aux tâches ménagères, mangeait peu et se couchait tôt. Il n'était jamais un fauteur de troubles. Ses cahiers d'écolier étaient propres, sans gribouillis, et son écriture, curieusement, était précise et ferme, ce qui était inhabituel pour un enfant de 9 ans. Dans la France rurale de cette époque, les enfants étaient davantage considérés comme des aides que comme des élèves. Il était courant pour eux de quitter l'école tôt pour travailler au champ ou dans le commerce familial. Mais Luc et Madeleine insistèrent pour qu'Éloi poursuive son apprentissage.
Peut-être, pensait-il, pourrait-il devenir prêtre ou instituteur. S'ils avaient su ce que leur neveu pensait vraiment, ils auraient pensé différemment. Pendant ce temps, le docteur Valmont maintenait sa routine, soignant tout, des accouchements compliqués aux plaies de Labour. Chaque fois qu'il croisait Éloi, il ressentait le même malaise, ce regard qui semblait disséquer son âme. Il n'y avait aucune hostilité, mais aucune chaleur non plus. Cet été-là, la Loire était basse, révélant des berges boueuses où coassaient les grenouilles et pêchaient les hérons. Il était courant d'y voir des enfants jouer, construire des barrages de fortune ou essayer d'attraper des poissons à la main. Mais jamais Éloi. Il observait de loin, comme s'il était le seul adulte au milieu d'une bande d'imprudents. Cette attitude retint l'attention de M. Delaunay, le forgeron, qui commenta un soir à la taverne. Ce petit marchand est étrange. Il ne fréquente pas les autres, mais il sait tout ce qu'ils font, et il débarque toujours juste après un pépin. À l'époque, personne ne prenait la chose au sérieux. Après tout, des accidents, ça arrive. Mais, comme nous le verrons, certains accidents portent la marque de ceux qui les provoquent. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous avez déjà compris que nous allons entrer dans une zone inconfortable. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment d'activer les notifications, car la suite est de plus en plus dérangeante. Et profitez-en pour commenter. Croyez-vous que le mal puisse être présent dès l'enfance ? L'ambiance au village commença à changer subtilement. Les petits incidents s'accumulèrent. Une vache retrouvée morte sans blessure visible. Un chat domestique disparu, retrouvé plus tard flottant dans la rivière. Un cochon avec une patte cassée de manière précise, presque chirurgicale. Toujours, d'une manière ou d'une autre, Éloi surgissait sur les lieux, proposant aide et information. Le docteur Valmont n'avait aucune preuve, mais son intuition lui disait qu'il avait affaire à quelque chose de rare et de dangereux. Il commença à noter mentalement chaque comportement, chaque phrase, chaque regard. À son insu, il commençait déjà l'enquête qui allait le consumer pendant les mois suivants. L'isolement de Saint-André-sur-Loire façonnait le caractère de ses habitants. Les collines et les vignobles créaient l'impression d'un monde clos, où tout semblait familier et prévisible. Mais cette familiarité avait aussi son côté sombre. Tout le monde savait tout, et la moindre nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. L'église paroissiale, en pierre patinée, était le centre spirituel et social du village. Le dimanche, les familles se réunissaient non seulement pour la messe, mais aussi pour échanger des nouvelles et se juger discrètement. C'est là que beaucoup virent Éloi pour la première fois, assis à côté de Luc et Madeleine. Il restait immobile, le regard droit devant lui, répondant aux prières avec précision, sans un seul mouvement intempestif. Il ne murmurait pas, ne regardait pas de côté, ne manifestait aucun ennui, un comportement si discipliné que, pour certains, il frisait le malaise. Après la messe, tandis que les autres enfants couraient dans le cimetière, Éloi restait près des adultes, écoutant les conversations comme s'il en absorbait chaque mot. Si quelqu'un l'interrogeait, il répondait par des phrases courtes mais polies. On aurait dit qu'il savait exactement quoi dire, pour paraître aimable, sans rien révéler de lui-même. Le docteur Valmont commença à remarquer que le garçon était rarement pris au dépourvu. Même lorsqu'on lui posait une question improvisée, il répondait après un bref silence, comme s'il pesait ses mots pour éviter les erreurs. Ceci, combiné à son regard fixe et à l'absence d'émotion visible, rappelait au médecin certains soldats aguerris, des hommes qui en avaient trop vu et appris à ne pas le montrer. L'été était venu avec les vendanges et le village grouillait d'activité. Luc emmena Éloi avec lui pour l'aider à porter des paniers de raisins, une lourde tâche pour un garçon, mais celui-ci ne se plaignit jamais. Il travaillait en silence, concentré, comme un adulte. Madeleine fit fièrement remarquer à ses voisins qu'elle n'avait jamais eu à lui demander 2 fois quelque chose. Les femmes souriaient, mais intérieurement,
Certaines se demandaient si ce comportement était vraiment vertueux ou autre chose. Un après-midi, alors qu'ils se reposaient à l'ombre d'un chêne après des heures de travail, l'un des ouvriers évoqua un incident survenu la semaine précédente. Un agneau retrouvé mort dans le pâturage, sans trace d'attaque de loup ou de chien. La blessure était si nette qu'on aurait dit qu'elle avait été infligée par un boucher habile. Personne ne l'accusa directement, mais Valmont remarqua le bref silence qui suivit lorsqu'Éloi s'approcha pour apporter de l'eau aux hommes. De tels silences allaient devenir plus fréquents. Ce n'étaient pas des accusations explicites, mais une hésitation dans son regard, un changement soudain de sujet, chaque fois que le garçon entrait en scène. Si vous avez déjà vécu dans une petite ville, vous savez comment ça marche. Parfois, le danger ne vient pas d'un inconnu arrivant de l'extérieur. Parfois, c'est quelqu'un que l'on voit tous les jours, quelqu'un qui semble inoffensif, mais qui observe chaque détail. Si cette pensée vous donne déjà des frissons, préparez-vous, car la suite ne fera qu'empirer. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette histoire. Le docteur Valmont commença à créer des occasions d'observer Éloi de plus près. Lorsqu'il allait soigner Luc, il laissait le garçon l'aider à aller chercher de l'eau ou à préparer des pansements. Il voulait voir comment il réagissait aux situations de douleur ou de maladie. Ce qu'il découvrit était intriguant. Éloi ne manifestait ni dégoût ni peur. Au contraire, il semblait intéressé, presque fasciné, par la façon dont le corps réagissait aux blessures ou à la fièvre. « Comment sait-on si quelqu'un est vraiment mort ?» demanda-t-il un jour, en tendant un pansement propre au médecin. Valmont répondit par des explications simples, espérant clore le sujet. Mais le garçon poursuivit. « Et combien de temps faut-il pour que le corps s'immobilise, et si la personne faisait semblant ?» C'était une curiosité qui ne ressemblait pas à une innocence enfantine. Il y avait de la méthode dans ses questions, comme s'il collectait des données. Les mois d'été passèrent, de petites notes mentales s'accumulant dans la tête de Valmont. Un canard retrouvé sans yeux sur la berge. Le chien d'un voisin réapparu avec une patte cassée à 2 endroits distincts. Des poulets morts au cou précisément tordu. Toujours, d'une manière ou d'une autre, Éloi était à proximité, avant ou peu après. Fin août, une scène simple frappa le médecin. Il quittait une maison après avoir soigné une vieille dame malade et aperçut Éloi dans la cour, accroupi, observant un scarabée qui lui tournait le dos. L'insecte se débattait, tentant de se redresser. Le garçon ne l'aida pas, ni ne l'écrasa. Il se contenta d'observer, attentif, comme si chaque mouvement méritait d'être étudié. Quand il remarqua la présence de Valmont, il lui adressa un sourire poli, se leva et dit « Bonjour, docteur », et continua son chemin. C'est cet équilibre entre courtoisie et froideur qui mit le docteur en alerte. Il ne savait pas encore comment, mais il pressentait que ce garçon allait devenir le centre de quelque chose de bien plus grand. La routine du village se poursuivait paisiblement aux yeux de ceux qui voulaient y croire. Mais pour ceux qui observaient attentivement, quelque chose grandissait dans l'ombre. Et dans le prochain chapitre de cette histoire, vous verrez comment le premier accident changea tout et comment chaque détail s'inscrit dans un schéma que peu avaient le courage d'admettre. Le premier événement qui fit régner le nom d'Éloi Marchand dans les rumeurs du village ne fut pas officiellement considéré comme un crime. Ce fut une tragédie. Une de ces tragédies qui, dans les petites communautés, laissent des traces pendant des décennies. C'était fin juin. La Loire coulait paresseusement, reflétant le ciel clair, tandis que la chaleur faisait chanter les cigales avec agitation. Près du ruisseau qui traversait une partie du domaine des Marchands, Claire Dubois, 6 ans, jouait seule, comme tant d'enfants à l'époque. Elle portait une robe bleu pâle, délavée par l'usure, et un ruban blanc dans les cheveux, un détail qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui verraient son corps. C'est Éloi qui frappa à la porte de la famille Dubois, trempée jusqu'à la taille, le visage immobile et la voix contenue. « Madame Dubois, j'ai trouvé Claire dans le ruisseau. Elle ne respire plus. » La panique s'empara de la maison.
Les voisins s'enfuirent, et là, dans une eau si peu profonde qu'un adulte aurait pu patauger avec des bottes sèches, gisait le corps de la jeune fille. Le docteur Valmont arrive quelques minutes plus tard, mais il ne pouvait rien faire. Le certificat était simple, noyade accidentelle. Mais quelque chose troublait le médecin. En décrivant ce qu'il avait vu, Éloi fut très précis. Le ruban s'est accroché à une branche sous l'eau, juste ici. Elle s'est débattue, puis est restée immobile. Sa robe gonflait légèrement. C'était trop d'informations pour quelqu'un qui prétendait être en état de choc. Plus encore, c'était sa façon de parler, sans un accroc, comme s'il décrivait la construction d'un barrage ou les vendanges. Pendant la veillée funèbre, Éloi se tenait près du mur, les mains jointes, la tête baissée. En s'approchant du père de Claire, il dit d'un ton répétitif « J'aurais aimé arriver à temps ». Et il partit sans verser une larme. Si vous avez déjà remarqué quelque chose d'anormal dans ce comportement, vous suivez le même raisonnement que le docteur Valmont. Et avant de passer à l'incident suivant, commentez ici. Pensez-vous qu'un enfant de 9 ans puisse planifier une chose pareille ? Ou sommes-nous encore face à une tragique coïncidence ? 3 semaines plus tard, un autre malheur bouleversa la tranquillité du village. Étienne Roux, le doyen des apiculteurs de Saint-André-sur-Loire, fut retrouvé mort au pied d'une formation rocheuse, connue sous le nom de la Roche du Diable. La chute de 12 mètres aurait été fatale sur le moment. Qui a trouvé le corps ? Éloi, encore une fois. Selon lui, il avait aperçu le chapeau de paille de l'apiculteur planté dans un buisson et, curieux, avait grimpé jusqu'au bord du rocher. D'en haut, il aperçut le corps. Ce qui retint l'attention du docteur Valmont, ce fut le nombre inhabituel d'abeilles mortes alentour. En grimpant au sommet, il trouva les ruches intactes. Aucune trace d'attaque récente, mais les rochers du bord étaient instables, comme si quelqu'un les avait manipulés quelques jours auparavant. Interrogé, Éloi donna sa version. Peut-être qu'il a été piqué et qu'il a eu peur. La chute a fait le reste. L'explication était simple, trop simple. Et, une fois de plus, le garçon semblait observer attentivement les réactions des gens à la nouvelle, comme s'il évaluait l'effet d'une expérience. Le 3e épisode ne laissa aucun doute au docteur, même s'il était toujours impossible de prouver quoi que ce soit. En septembre, Louis Fournier, 7 ans, disparut alors qu'il ramassait des châtaignes à l'orée de la forêt. Le village se mobilisa pour 3 jours de recherche. Le 4e jour, juste avant l'aube, Éloi frappa à la porte de la famille Fournier. « Je crois avoir trouvé quelque chose. » Il conduisit un groupe d'adultes vers un puits abandonné, caché par des troncs d'arbres et de la végétation. Louis était à l'intérieur, vivant, mais déshydraté, faible, la voix rauque à force de cris. Il mourut quelques heures plus tard, n'ayant pas eu la force de se rétablir. En examinant les lieux, le docteur Valmont remarqua que les troncs d'arbres au-dessus de l'ouverture étaient disposés de manière ordonnée, comme un camouflage planifié. Ce ne semblait pas être une coïncidence. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains défendaient encore le garçon, affirmant qu'il avait été un petit héros pour avoir retrouvé les victimes. D'autres murmurèrent « C'était étrange, comme il était toujours au bon endroit, ou au mauvais endroit, au bon moment. » Pendant ce temps, Valmont commença à observer de plus près. Il remarqua qu'Éloi portait un intérêt particulier aux instruments tranchants et aux cordes. Un jour, alors qu'il visitait la maison des marchands, il trouva le garçon dans la cour, en train de mesurer une des cordes servant à attacher les tonneaux. « Saviez-vous que si on la coupe à un certain endroit, elle se défait rapidement ?» demanda-t-il, comme s'il s'agissait d'une curiosité futile. Ces petites observations s'accumulaient comme les pièces d'un sombre puzzle. « Et maintenant, je vous le demande, pensez-vous que les adultes du village auraient dû agir maintenant ? Ou n'y avait-il pas encore assez de preuves pour véritablement soupçonner ? » L'automne approchait, et avec lui, un subtil changement dans le comportement des villageois. Ce n'était pas seulement le froid qui rendait les réunions sur la place plus animées. C'était quelque chose dans l'air,
un poids silencieux. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais peu osaient le dire à voix haute. Saint-André-sur-Loire était trop petit pour des confrontations ouvertes. Des rumeurs circulaient à voix basse, dans un coin de la taverne ou pendant la pause entre les messes. Coïncidence, disaient certains. Pas de chance, murmuraient d'autres, mais certains commencèrent à employer une expression effrayante. Mauvais présage. Le docteur Valmont, cependant, ne voyait plus de coïncidence. Il se mit à noter chaque détail, date, heure, conditions météorologiques, personnes présentes. Il savait que s'il voulait convaincre quiconque qu'Éloi Marchand était plus qu'un simple spectateur des tragédies, il lui faudrait plus que des impressions personnelles. C'est à cette époque que se produisit un épisode apparemment banal, mais que le médecin n'oublia jamais. Au marché hebdomadaire, Éloi s'approcha d'un étal vendant des oiseaux vivants. Sans demander la permission, il plongea la main dans la cage et en sortit un poulet qu'il tenait par les ailes. L'animal se débattit frénétiquement, picorant et grattant, mais le garçon resta serein. Il regarda le vendeur et demanda « Si je le coupe ici, va-t-il mourir vite ?» L'homme, déconcerté, reprit l'oiseau et marmonna quelque chose à propos de « gosses trop curieux ». Valmont, qui observait la scène, vit l'étincelle calculatrice dans les yeux du garçon. Un autre incident se produisit dans la forge du forgeron Delaunay. Le médecin était là pour soigner une légère brûlure à la main de l'artisan lorsqu'Éloi entra, prétendant apporter un message de Luc. Pendant qu'il attendait, il observa une laspe se tremper dans le feu. « Si on se trompe de température, elle se brise, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Et avant que Delaunay puisse répondre, il ajouta « Comme un os qui n'est pas assez solide ». Ces commentaires, toujours prononcés sur un ton neutre, laissaient une étrange impression sur ceux qui les entendaient. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait, comme quelqu'un qui tâte le terrain pour voir jusqu'où il peut aller. Avec le temps, l'attitude des enfants du village envers Éloi changea. Avant, ils l'évitaient simplement parce qu'ils le trouvaient étrange. Maintenant, certains semblaient le craindre sincèrement. Une fillette, à qui sa mère demandait pourquoi elle ne voulait plus jouer près de la rivière, répondit « Parce qu'il n'arrête pas de regarder et de sourire, comme s'il attendait quelque chose. » L'affaire qui scella l'affaire pour le docteur Valmont, confirmant que le garçon était au centre de tout, se produisit par un après-midi venteux de la mi-octobre. Le vieux moulin à vent, désaffecté depuis des années, servait de lieu de rencontre aux enfants. Ce jour-là, deux garçons, Marcel et Hugo, montèrent à l'étage pour espionner le village. Peu après, une des poutres de soutien céda et Marcel tomba d'une hauteur considérable, se cassant la jambe en 2 endroits. Le plus étrange, Hugo jura que la poutre était déjà desserrée à leur arrivée, mais Éloi, qui, disait-il, était là la veille, avait tripoté les articulations pour voir comment elles étaient faites. Bien sûr, personne ne prêta beaucoup d'attention à l'histoire d'un garçon effrayé, mais Valmont note chaque mot. À ce moment-là, le médecin commença à envisager sérieusement la possibilité qu'Éloi repousse ses limites. C'était comme s'il cherchait à comprendre jusqu'où il pouvait aller sans être découvert. Il ne s'agissait pas d'attaques aléatoires, il y avait de la méthode, de la patience et un intérêt troublant pour les réactions des gens à la douleur et à la peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et pensez toujours qu'il s'agit d'une simple coïncidence, dites-moi dans les commentaires, combien d'accidents de ce genre faudrait-il pour que vous ayez des soupçons? Et n'oubliez pas d'aimer, car cela contribue grandement à entretenir ce genre d'enquête sur la chaîne. En coulisses, Valmont commença à se faire des alliés discrets. Le forgeron, le meunier et même l'instituteur du village reconnurent qu'il y avait quelque chose d'effrayant dans le comportement du garçon. Mais aucun d'eux ne voulait être le premier à accuser formellement un orphelin de 9 ans. Après tout, et s'ils avaient tort, le poids de cette accusation pouvait ruiner des vies. La tension atteignit un tel point que tout nouvel incident était immédiatement associé, du moins en pensée, à Éloi. Si un animal mourait, si un outil disparaissait,
Si quelqu'un était étrangement blessé, il y avait le garçon quelque part dans l'histoire, toujours assez près pour savoir, mais jamais assez pour être attrapé. Le docteur Valmont, de plus en plus convaincu qu'il fallait agir, décida d'intensifier ses observations. Et c'est alors qu'il remarqua quelque chose d'encore plus inquiétant. Éloi semblait se savoir observer et semblait y prendre plaisir. C'était une froide et brumeuse matinée de novembre. La brume de la Loire recouvrait le village comme un voile, étouffant les bruits et donnant à l'ensemble un air presque fantomatique. Le docteur Valmont quittait sa maison pour rendre visite à un patient lorsqu'en passant devant l'écurie des marchands, il entendit un son aigu et répétitif, un grincement désespéré. La porte était à peine entr'ouverte. La poussant, le médecin aperçut Éloi, accroupi devant l'un des agneaux nouveau-nés. L'animal était couché, les pattes attachées par une fine ficelle. Il y avait un seau d'eau à proximité et le garçon, l'air calme, inclina la tête de l'agneau vers le seau, lui laissant juste assez d'eau pour respirer avant de replonger. Valmont se figea un instant. Ce qui le choqua, ce n'était pas seulement l'acte, mais le regard d'Éloi. Il n'y avait aucune colère, aucun plaisir explicite. C'était de l'étude, une pure observation. « Que faites-vous » demanda le docteur en s'efforçant de garder une voix posée. Éloi se leva lentement, s'essuyant les mains sur son pantalon. Je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour arrêter de se débattre. Ce n'était pas un aveu verbalement coupable. C'était une information, comme quelqu'un commentant la météo. Valmont prit une grande inspiration, détacha l'animal et le remit sur ses pattes, où il boita jusqu'à un coin. Le médecin regarda le garçon et dit « Ce n'est pas un jeu, Éloi. Comprends-tu ce que tu as failli faire ?» Le garçon incline légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à la question. Puis, il répondit calmement « Je comprends. Mais je comprends aussi que maintenant, il s'en souviendra pour toujours. » La froideur de la phrase marqua l'esprit de Valmont pour le reste de la journée. Il sut, à cet instant, que ce n'était pas un enfant ordinaire. Il y avait de l'intention, il y avait de la méthode, et il y avait une absence totale de quelque chose d'essentiel. L'empathie. Mais comment le prouver ? Comment convaincre toute une communauté d'agir contre un orphelin, protégé par la compassion de son oncle et de sa tante, et par sa propre capacité à manipuler les adultes ? Cette scène marqua la fin des doutes de Valmont. Il entreprit d'enregistrer systématiquement les moindres faits et gestes du garçon, prêt à présenter des preuves concrètes au moment opportun. Le problème était qu'à ce moment-là, quelque chose de pire pouvait arriver. Et comme vous le verrez dans le prochain chapitre, cela n'a pas tardé à arriver. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous savez déjà que la suite sera encore plus troublante. Alors, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer la 3e partie où nous atteindrons le point de non-retour, l'événement qui allait enfin confronter Saint-André-sur-Loire à la vraie nature d'Éloi Marchand. L'hiver 1883 arriva tôt à Saint-André-sur-Loire. La Loire gela sur ses rives, et les vignes, désormais dénudées, s'étendaient sur les collines, tels des squelettes tordus. Par ce froid mordant, la routine du village consistait à entretenir le feu, à s'approvisionner et à éviter les sorties inutiles. Mais pour Éloi Marchand, la météo ne semblait pas avoir d'importance. Au contraire, elle semblait plus présente que jamais. Tandis que les autres enfants restaient à l'intérieur, il arpentait les rues glacées, toujours du même pas calme et du même regard vigilant. C'est dans ce contexte que se produisit le premier événement que le docteur Valmont appellerait plus tard le tournant. Par une matinée glaciale, Pierre Lambert, ouvrier viticole, fut retrouvé inconscient dans la grange familiale. La scène semblait simple. Une échelle tombée, un tonneau brisé et Pierre étendu au sol. La conclusion officielle était qu'il était tombé en essayant d'atteindre des outils rangés en hauteur. Mais Valmont, appelé pour s'occuper de l'homme, remarqua quelque chose qui passa inaperçu aux autres. L'échelle présentait une entaille nette dans l'une des poutres, faite à la scie. On ne dirait pas une rupture due à l'usure. On
aurait dit que quelqu'un avait planifié l'effondrement. En examinant Pierre, Valmont remarqua une silhouette immobile à la porte de la grange. C'était Éloi, les yeux fixes, les mains dans les poches, comme s'il assistait à une scène de théâtre. Lorsqu'il remarqua le regard du médecin, il hocha légèrement la tête et disparut dans la neige. Si vous aviez déjà soupçonné Éloi, cette coïncidence commence à devenir difficile à ignorer, n'est-ce pas? Mais comme toujours, les preuves manquaient. Quelques jours plus tard, un deuxième événement secoua le village. Madame Leroux, l'institutrice, glissa dans l'escalier extérieur de sa maison, tombant de 3 mètres sur le sol glacé. Elle se fractura le poignet et se déboîta l'épaule. En examinant les lieux, Valmont remarqua que les marches étaient recouvertes d'une fine couche d'eau gelée, mais seulement sur les 2 derniers étages. Le seau en bois utilisé pour transporter l'eau gisait dans un coin. Le détail le plus étrange, la maison de l'institutrice n'était qu'à 50 mètres de la propriété des marchands. Certains voisins commencèrent à murmurer. Le petit marchand passe beaucoup de temps seul à s'occuper de choses qui ne lui appartiennent pas. Mais encore une fois, sans être pris en flagrant délit, la conversation s'éteignit là-bas. Et puis, survint l'incident qui fit naître la peur. Début février, la rivière était partiellement gelée, mais coulait encore fort au centre. Un groupe d'enfants décida de jouer sur les blocs de glace, sautant de l'un à l'autre. C'était dangereux, et tout le monde le savait. Parmi eux se trouvait Henri Morin, 8 ans, fils de vigneron. D'après des témoins, Éloi observait la scène de loin, debout sur la berge, jusqu'à ce qu'Henri s'éloigne davantage. C'est alors qu'un bloc de glace plus gros commença à se détacher, emportant le garçon dans le courant. Les cris attirèrent l'attention, et les adultes se précipitèrent pour l'aider. Le détail que personne n'avait remarqué à l'époque, mais que Valmont découvrirait plus tard, était que quelqu'un avait précisément brisé la liaison de glace entre la rive et ce bloc précis. Ce n'était pas l'œuvre du courant, c'était une coupure nette, faite avec un outil. Henri fut secouru, mais présentait des signes d'hypothermie sévère. Il lui fallut des semaines pour se rétablir. Interrogé de manière informelle, Éloi répondit simplement « Il voulait aller plus loin. Je l'avais prévenu que c'était dangereux. » Son ton était celui de la reconnaissance, non de l'inquiétude. Et cela, pour Valmont, en disait long. Si vous suivez l'histoire depuis le bloc 1, vous savez déjà que rien chez Éloi n'est une coïncidence. Et avant de vous raconter l'événement suivant, celui qui allait finalement changer le regard de tout le village sur le garçon, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires. Pensez-vous qu'il aurait été possible de l'arrêter à ce stade? Ou s'agit-il encore d'une affaire impossible à prouver? Fin février, le destin décida d'accélérer le cours des événements. L'hiver rigoureux avait affaibli la santé de plusieurs résidents, et le docteur Valmont passait plus de temps dehors qu'à dormir. C'est à cette période qu'il reçut un appel urgent. Luc Marchand avait été retrouvé inconscient dans la cour arrière, une profonde coupure au front. Madeleine prétendit que son mari avait glissé sur la glace, mais en examinant la blessure, Valmont réalisa qu'elle correspondait à un impact avec une surface dure et plane, comme le rebord d'un des tonneaux de vin. En inspectant les lieux, il constata que l'un des tonneaux était délogé, portant des traces de frottement récentes. Luc survécut, mais ne se souvenait de rien. Ce qui intrigua le plus le médecin, c'est que, selon Madeleine, le seul à avoir été dans la cour arrière avec Luc avant la chute était Éloi. À ce stade, les soupçons ne se limitaient de plus au médecin. Même les plus sceptiques commencèrent à admettre que quelque chose n'allait pas. Mais porter des accusations directes restait dangereux. Le garçon gardait l'image d'un enfant poli, serviable, toujours prêt à aider. Et cette façade trompait ceux qui voulaient quoi? Tous les croire au meilleur. Et puis vint le jour qui allait tout changer. C'était le 12 mars 1884. La neige commençait à fondre, formant des flaques sombres sur les chemins de terre et laissant dans l'air une odeur humide, presque de pourriture. Le docteur Valmont avait passé l'après-midi à rendre visite à une famille à la lisière du village.
et, à son retour, décida de prendre un raccourci par un quartier plus isolé, près du vieux moulin. En approchant, il entendit un bruit étouffé. Ce n'était pas le bruit de l'eau, ni celui du vent frappant les planches. C'était quelque chose de rythmé, comme de petits chocs contre le bois. En suivant le son, Valmont s'approcha lentement du côté du moulin. La porte était entr'ouverte. Il appuya son épaule contre le chambranle et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Au centre de l'espace, Éloi était agenouillé au-dessus de René, un garçon de 7 ans, le fils du meunier. Les mains du garçon étaient liées par une fine ficelle, et sa bouche était partiellement couverte d'un morceau de tissu. Les yeux de René étaient écarquillés, et des larmes coulaient sur son visage. Éloi, avec le calme de quelqu'un qui ajuste une pièce de menuiserie, tenait un bâton fin et frappait légèrement le visage et l'épaule du garçon. Pas assez fort pour causer une blessure grave, mais avec précision, contrôlant l'intervalle entre chaque coup, comme s'il menait une expérience. Valmont fit un pas à l'intérieur, et le bruit de sa botte sur le bois fit s'arrêter Éloi. Le garçon se leva lentement, sans lâcher le bâton, et regarda le médecin droit dans les yeux. Il n'y avait ni peur, ni honte, juste cette froideur habituelle. « Vous lui faites mal », dit Valmont en maîtrisant sa voix. « Non, je vois comment il réagit quand il sait qu'il ne peut pas s'échapper, » répondit Éloi, comme si c'était l'explication la plus logique du monde. Le médecin s'avança, coupa la ficelle avec son canif et aida René à se relever. Le garçon courut dehors sans se retourner. Pendant quelques secondes, un silence pesant plana entre eux. Valmont fixa Éloi, qui resta immobile, comme scrutant les moindres faits et gestes du médecin. « Comprenez-vous que c'est mal ?» demanda-t-il. « Mauvais pour qui ?» répondit le garçon. « Pour quiconque a un tant soit peu de compassion. »« La compassion n'aide pas à comprendre les gens, » dit Éloi en s'écartant, comme s'il s'apprêtait à partir. « Ils montrent qui ils sont quand ils ont peur. » Cette phrase resta gravée dans la mémoire du docteur. Ce n'était pas une raillerie enfantine. C'était l'expression crue d'une pensée froide et calculée, venant de quelqu'un qui semblait considérer la vie comme un ensemble de pièces à déplacer et à tester. Valmont savait qu'il ne pouvait pas simplement courir sur la place et accuser le garçon. Sans preuve concrète et avec la protection de ses oncles, il serait perçu comme un médecin excentrique, cherchant à ternir la réputation d'un orphelin. Mais, à cet instant, il prit une décision silencieuse. Il enregistrerait tout en détail et se préparerait au moment où Éloi commettrait une erreur impossible à cacher. Si vous avez suivi depuis le bloc 1, vous savez que c'était la première fois que quelqu'un prenait Éloi en flagrant délit. Et dans la section suivante, nous verrons comment ce jeu silencieux entre lui et le docteur Valmont a dégénéré en quelque chose qui mettrait tout le village en danger. Alors, avant de continuer, commentez. Pensez-vous que si vous aviez été à la place du médecin, vous auriez dénoncé Éloi immédiatement? Ou auriez-vous attendu le bon moment comme il l'a décidé? Et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce qui suit est le début de la fin et le plus troublant de cette histoire. Le printemps arriva, mais Saint-André-sur-Loire ne semblait plus le même. Les champs reprirent des couleurs, les vignes firent de nouvelles feuilles, mais l'air était lourd. Ce n'était pas seulement l'humidité venue de la Loire, c'était le climat de méfiance qui s'était installé. Après l'épisode du moulin, le docteur Valmont commença à suivre Éloi plus systématiquement, pas ouvertement, mais trouvant toujours une excuse pour être aux mêmes endroits. Si le garçon allait au marché, le médecin avait, par hasard, aussi quelque chose à acheter. S'il disparaissait dans les champs, Valmont trouvait des raisons de s'y arrêter. Et plus il observait, plus il en était certain. Éloi n'agissait pas par impulsion. Chaque mouvement était calculé. Chaque approche d'une personne ou d'un animal semblait intentionnelle. C'est à ce moment-là qu'eut lieu la première tentative de confrontation directe. C'était un dimanche après-midi,
et le village était rassemblé pour la procession de Pâques. La rue principale était remplie de fidèles tenant des cierges et chantant des cantiques, tandis que le prêtre portait l'image du saint sur la petite place. Parmi eux, Éloi marchait aux côtés de Madeleine, portant un petit cierge. Valmont, posté à l'extrémité du cortège, vit le garçon s'approcher furtivement d'une des charrettes garées. Personne ne sembla le remarquer, mais le médecin le remarqua en train de jouer avec le lien qui retenait la roue avant. La coupe fut précise et rapide. Alors que le cortège s'achevait et que la charrette s'éloignait, la roue se détacha, projetant une partie du chargement sur un groupe de fidèles. Heureusement, personne n'a été tué, mais 3 personnes ont été blessées, dont un enfant de 5 ans. Valmont savait ce qu'il avait vu. Il courut vers Éloi et l'attrapa par le bras. Le garçon le regarda simplement, sans se débattre, et dit à voix basse, inaudible pour les autres, « C'est leur faute de ne pas avoir vérifié avant. » C'était comme écouter le raisonnement d'un adulte froid et calculateur, pas celui d'un garçon de 9 ans. Si vous vous êtes déjà demandé jusqu'où un enfant est capable d'aller, sachez que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qu'Éloi allait faire ensuite. Et avant de continuer, likez et commentez. Pensez-vous que les crimes commis par des enfants devraient être punis de la même manière que ceux commis par des adultes? La semaine suivante, le médecin décida de changer de tactique. S'il ne parvenait pas à démasquer Éloi sans preuves irréfutables, il tenterait de provoquer une réaction dont d'autres seraient témoins. Il organisa alors un pique-nique communautaire près de la rivière, invitant plusieurs familles et, bien sûr, s'assurant de la présence des marchands. C'était un après-midi ensoleillé. Les enfants jouaient près de l'eau, tandis que les adultes discutaient à l'ombre des arbres. Valmont observa discrètement Éloi, qui semblait s'ennuyer, jusqu'à ce qu'il s'approche de 2 jeunes garçons et les encourage à patauger plus profondément dans la rivière, là où le courant était plus fort. Le médecin s'apprêtait à intervenir lorsqu'un événement inattendu se produisit. Une des mères, voyant la scène, accourut et sortit ses enfants de l'eau. Elle regarda Éloi d'un air confus, mais ne dit rien. Pour Valmont, c'était un signe clair. Même frustré, le garçon ne manifestait aucune émotion, ni irritation, ni gêne. Il recalculait simplement, comme quelqu'un qui réajuste son plan. La suite, cependant, ne serait pas déjouée, et ce serait le point de non-retour. Il était tard dans l'après-midi, lorsque des cris résonnèrent en direction de la scierie de M. Charvet. Valmont, qui revenait d'une visite, accourut sur les lieux. La scène qu'il trouva était chaotique. Un des ouvriers de la scierie était coincé sous un tas de bûches fraîchement empilées. 2 hommes tentèrent de le soulever, tandis que d'autres cherchèrent des cordes et des outils. Éloi était là, debout à quelques mètres. Il observait. Il n'appela pas à l'aide. Il n'essaya pas d'aider. Il se contenta d'observer. Le médecin rejoignit le groupe et, après quelques minutes d'effort, ils parvinrent à dégager l'homme. Il respirait encore, mais il était grièvement blessé. Plus tard, en examinant les lieux, Valmont réalisa que le tas de bûches avait été soigneusement déstabilisé. Ce n'était pas un accident ordinaire. Quelqu'un avait retiré l'un des verrous inférieurs, garantissant ainsi la chute du poids au moment opportun. 2 témoins affirmèrent avoir aperçu Éloi rôder dans le quartier en début d'après-midi. C'était la première fois qu'une personne autre que le médecin associait directement le garçon à un accident grave. À partir de ce jour, l'ambiance au village changea radicalement. Les regards, jusque-là discrets, devinrent ouvertement suspects. Certains parents interdisaient à leurs enfants de jouer avec lui. Des animaux commencèrent à disparaître mystérieusement, et même ses oncles, jusque-là de fervents soutiens, commencèrent à éviter de le laisser seul trop longtemps. Valmont savait que les tensions allaient exploser, et le déclic allait venir d'un endroit inattendu. C'était jour de marché, à Saint-André-sur-Loire. Des étals bordaient la rue principale, remplis de fruits, de fromages, de pain et de charcuterie. L'air était chargé d'odeurs fortes,
et le murmure des voix se mêlait au bruit des charrettes et des animaux. C'était l'un des rares jours où la quasi-totalité des habitants étaient réunis au même endroit. Le docteur Valmont savait qu'Éloi serait là. Les marchés étaient un terrain fertile pour le garçon. Beaucoup de gens distraits, beaucoup d'objets à portée de main, beaucoup d'opportunités. Le médecin le vit près de l'étal d'outils, passant lentement ses doigts sur un jeu de couteaux aiguisés. Le vendeur, occupé avec un autre client, ne le remarqua même pas. Jusque-là, rien d'anormal. Mais quelques minutes plus tard, Valmont remarqua quelque chose. Éloi n'était plus dans le rayon outils. Il s'était dirigé vers une charrette chargée de tonneaux, garée en plein milieu de la rue. Et à côté, un groupe d'enfants jouait, courait et se poussait, tandis que l'un des tonneaux était dangereusement penché sur le bord, prêt à rouler. Le médecin commença à traverser la rue, sentant le froid lui parcourir l'échine. La scène sembla se dérouler au ralenti. Éloi toucha le bois, regarda les garçons, et, d'une poussée presque imperceptible, mit le tonneau en mouvement. Le tonneau descendit, heurtant Jeanne Morel, une femme enceinte de 7 mois, dos au danger. L'impact fut brutal. Elle tomba à genoux en hurlant, tandis que son mari et d'autres hommes accouraient à son secours. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu le tonneau, Éloi près de lui, et a vu le moment exact où il a lâché prise. Valmont est arrivé le premier, aidant prudemment Jeanne à se relever. Elle a pleuré en se tenant le ventre, mais le bébé bougeait toujours, un coup de chance que peu de gens attendaient à ce moment-là. Lorsque le médecin s'est retourné, Éloi était toujours là, debout, observant la scène comme s'il était le spectateur d'un spectacle soigneusement mis en scène. Il n'y avait aucun remords sur son visage, seulement de la curiosité. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda doucement Valmont. Le garçon haussa les épaules. « Je voulais bien voir si quelqu'un pourrait l'arrêter à temps. » Le murmure commença, d'abord bas, puis plus fort, jusqu'à se transformer en un concert d'accusations. « Je l'ai vu, il a poussé, toujours lui. » Luc et Madeleine tentèrent d'intervenir, prétextant un malentendu, mais leurs voix furent couvertes. Pour la première fois, la protection silencieuse du village vola en éclats. Des parents éloignèrent leurs enfants. Certains hommes parlèrent de donner une leçon aux garçons. C'était comme si tous les épisodes précédents, tous les murmures, tous les soupçons avaient explosé d'un coup en pleine rue. Le prêtre tenta de calmer la foule, leur demandant de ne pas commettre d'actes violents, mais l'expression de leur visage le confirma. Saint-André-sur-Loire ne voyait plus Éloi comme un enfant. Il représentait désormais pour tous une réelle menace. Si vous avez suivi l'histoire depuis le début, vous savez que ce moment change tout. Et dans la partie suivante, nous aborderons le point culminant, le dénouement de cette histoire, lorsque le docteur Valmont et le village devront décider du sort d'Éloi Marchand et des cicatrices durables qu'il laissera. Avant de poursuivre, il commente. Si vous aviez été là, à la foire, auriez-vous protégé le garçon ou aidé la foule à le retirer de la circulation? La foire laissa Saint-André-sur-Loire en émoi. C'était comme si tous les soupçons, jusque-là dissimulés derrière des murmures, étaient désormais gravés sur les visages et les gestes. On ne regardait plus Éloi avec une simple méfiance. Leur regard était celui de quelqu'un qui avait déjà jugé et condamné. Luc Marchand persistait à dire que tout cela n'était que des accidents. Mais au fond, même lui évitait de se retrouver seul avec son neveu. Madeleine, quant à elle, passa plus de temps en silence, observant le garçon comme on observe une marmite sur le point de déborder. La semaine suivante, l'atmosphère devint insupportable. Certains habitants parlaient déjà ouvertement de résoudre le problème une fois pour toutes. D'autres, plus modérés, suggérèrent d'appeler les autorités avant qu'il ne soit trop tard. Valmont savait que le déclic était proche, et cela arriverait bien plus vite qu'on ne l'imaginait. Le 18 mars, peu après le coucher du soleil, l'un des fils du forgeron courut à la maison du docteur et frappa bruyamment à la porte.
Docteur, Éloi, il est parti. Le garçon expliqua, essoufflé, qu'il avait aperçu Éloi au bord du champ, se dirigeant vers la grange de Charvette, et sa démarche, rapide, déterminée, lui fit sentir que quelque chose n'allait pas. Valmont n'hésita pas. Il rassembla quelques hommes et, lanternes allumées, commença à balayer le village, d'abord le moulin, puis la rivière. Rien. Alors qu'ils s'apprêtaient à se disperser, ils entendirent un bruit étouffé provenant de la grange, un bruit irrégulier, comme si quelqu'un essayait de crier sans y parvenir. La porte était entr'ouverte. Valmont fut le premier à entrer, suivi de Luc et de 2 autres hommes. La lumière de la lanterne éclaira un coin de la structure et révéla la scène. Éloi était agenouillée à côté de Pauline Leroux. La jeune fille avait les mains liées et un tissu était enroulé autour de son cou. Son visage était rouge et ses yeux écarquillés de terreur. Le garçon tenait le bout de la corde comme on tient les rênes d'un cheval agité, fermement, mais sans effort apparent. Lorsque la lumière le frappa, il leva lentement les yeux. « Lâche-moi » cria Luc en s'avançant. Mais Éloi se contenta de répondre « Ce n'est pas fini ». Il fallut que Valmont et un autre homme l'attrapent par les épaules pour lui arracher la corde des mains. Pauline fut libérée et se mit à tousser fortement, respirant irrégulièrement. Valmont la retint, vérifiant son pouls, elle survivrait. Mais s'ils étaient arrivés quelques minutes plus tard, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il n'y avait plus d'excuses, plus de place pour les interprétations bienveillantes. Oh, tout le monde savait, tout le monde l'avait vu. La nouvelle se répandit avant l'aube, et au lever du soleil, la place était bondée. Des hommes, des femmes, et même des adolescents armés de bâtons, d'outils, de couteaux. Le nom d'Éloi était sur toutes les lèvres. Luc et Madeleine tentèrent de protéger leur neveu à l'intérieur de la maison, mais la confiance n'était plus suffisante pour le retenir. Le prêtre et Valmont se placèrent entre la maison et la foule. Le médecin parla fermement. « Si vous l'attaquez ici, vous ne valez pas mieux que ce dont vous l'accusez. Laissez-moi l'emmener à Angers. Là-bas, il sera en garde à vue, et au moins, nous aurons une chance de comprendre et d'empêcher pire. » Certains protestèrent, mais la tension était telle qu'à la moindre erreur, le sang coulerait dans la rue. Finalement, le poids des paroles du médecin et du prêtre l'emporta de justesse. L'après-midi même, Valmont partit en calèche, Éloi assis à ses côtés. Luc et Madeleine restèrent au quartier sur place, hésitant entre soulagement et désespoir. Le trajet jusqu'à Angers fut long et silencieux. Le grondement des roues sur la route et le vent froid étaient les seuls bruits de fond. Parfois, Valmont observait le garçon de côté, attendant une réaction. À mi-chemin, Éloi rompit le silence. « Ils ont peur de moi. »« Oui, » répondit le médecin. « Et vous savez pourquoi ?» Le garçon sourit. « La peur révèle qui sont les gens. » Valmont ne répondit pas, mais cette phrase, prononcée si calmement, sonnait plus menaçante que n'importe quel cri. Ils arrivèrent à Angers au crépuscule. Le médecin expliqua chaque incident aux autorités, avec date, nom et détails. Il précisa que le garçon nécessitait une surveillance constante. Alors qu'il était emmené par 2 gardes, Éloi se tourna vers Valmont et dit « Vous croyez me comprendre, docteur, mais vous ne me comprenez pas. » Et il entra dans le bâtiment sans se retourner. La vie à Saint-André reprit une étrange normalité, mais les conversations chuchotées durèrent des années. Certains juraient avoir entendu dire qu'il s'était évadé de la maison de correction quelque temps plus tard. D'autres disaient qu'il avait été transféré dans un endroit d'où personne ne revient. Le docteur Valmont n'a jamais confirmé aucune des 2 versions, mais dans son carnet, il y avait une dernière note concernant l'affaire. L'intelligence sans empathie est comme le feu entre les mains d'un enfant. Inévitablement, quelqu'un se brûlera. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici,
Vous savez que le plus troublant n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu se passer si personne n'avait réagi. Et je voudrais savoir, pensez-vous que vous auriez agi différemment si vous aviez été le médecin? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui explorent le côté le plus sombre de l'esprit humain.